Bonjour et bienvenue dans Focus, le podcast qui décrypte l'actualité et la politique pour la rendre accessible à tous. C'est notre tout premier épisode, moi c'est Fleur, je suis étudiante et passionnée par la politique. J'adore m'informer et suivre l'actualité, alors dans ce podcast, je vous propose de décrypter une actualité par semaine, sans jargon et mots compliqués, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. En France, manifester c'est presque une tradition. Mais derrière les pancartes et les slogans, il y a toujours une colère, une revendication. Alors pourquoi on descend dans la rue et qu'est-ce qu'il s'est passé lors des mobilisations du 10 et du 18 septembre 2025 ? Le 10 septembre, le mouvement Bloquons tout a lancé une série d'actions partout en France. Né cet été sur les réseaux sociaux, il a ensuite été soutenu par plusieurs partis de gauche, avec un objectif, paralyser le pays. Résultat, des blocages sur le périphérique parisien, des actions dans les gares, les écoles, les universités ou encore les entreprises. Pour encadrer cette mobilisation, près de 80 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur tout le pays avec des consignes de fermeté données par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. À 17h45, les forces de l'ordre avaient déjà procédé à 473 interpellations, dont 203 à Paris. Au total, le ministère de l'Intérieur a compté 812 actions, 550 rassemblements et 262 blocages, réunissant environ 175 000 personnes. La CGT, elle, parle de 250 000 manifestants pour environ 200 rassemblements. Retailleau s'est félicité d'une mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays, en déclarant que les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Quelques jours plus tard, le 18 septembre, une mobilisation plus large, cette fois-ci portée par l'intersyndicale, je le rappelle, c'est l'ensemble des syndicats qui choisissent de s'unir ponctuellement pour lancer un appel commun, a rassemblé cette fois-ci, selon le ministère, 500 000 personnes dans toute la France. Maintenant que vous avez le contexte, faisons un retour sur les manifestations et les revendications. On le sait, la rentrée sociale, c'est traditionnellement un moment fort en France. Dans un contexte marqué par l'inflation, les réformes contestées et un climat politique qui est toujours plus tendu, les syndicats et collectifs veulent maintenir la pression. Le 10 septembre, les revendications portaient alors sur le pouvoir d'achat, les conditions de travail et plus largement la contestation de la politique gouvernementale. L'ambiance était tendue par endroits avec des blocages nombreux mais globalement maîtrisés. Le 18 septembre, cette fois-ci, l'appel venait de l'intersyndicale. Hausse des salaires, défense des retraites et des services publics, la mobilisation était plus importante, mais encore une fois, les chiffres varient fortement entre les syndicats et le gouvernement. On peut alors se demander pourquoi ces mobilisations n'ont pas eu l'effet attendu. Pour y répondre, je vais me servir de l'analyse de Jérôme Fourquet, sur ICI, qui est le directeur du département Opinion de l'IFOP, un institut de sondage reconnu en France, que j'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'interviewer il y a quelques mois durant mon précédent stage. Selon Jérôme Fourquet, plusieurs raisons expliquent cette mobilisation en demi-teinte. Tout d'abord, le choix de la date, un mercredi, qui contrairement aux Gilets jaunes qui manifestaient le samedi, ce qui permettait donc de défiler sans avoir à poser de jours de congé ou à perdre du salaire. Ensuite, un élément très important selon moi, c'est le soutien affiché par la France Insoumise et d'autres partis de gauche qui a pu décourager certains. Pendant la crise des Gilets jaunes, l'absence de partis et de syndicats avait favorisé un large rassemblement. Ici, le mouvement s'est très vite coloré politiquement, ce qui a limité son attrait pour les citoyens de droite ou apolitiques qui ne voulaient pas donner l'impression de manifester pour la gauche. Malgré ça, ces deux journées montrent que la colère sociale reste bien présente, mais que la mobilisation n'a pas encore atteint son point culminant. On est davantage dans une montée progressive que dans un mouvement massif et immédiat. Pour en parler, j'ai invité Pierre Briou, le premier invité de ce podcast. C'est un journaliste qui a couvert ces deux journées de mobilisation. Il va nous raconter ce qu'il a vu sur le terrain. Je vous laisse avec l'interview. Bonjour Pierre. Bonjour Fleur. Bienvenue sur Focus. Je te laisse te présenter. Eh bien déjà, merci à toi de m'accueillir dans ton podcast. Et donc moi, je m'appelle Pierre Briou, je suis photojournaliste indépendant en cours de professionnalisation. Donc ça fait 2 ans que je fais du photoreportage. Je suis l'actualité sociopolitique de Paris. Et donc je me suis rendu sur les manifestations du 10 et 18 septembre pour couvrir les événements qui se sont passés dans la capitale, dans Paris. Moi, j'étais mobilisé sur Paris. Très bien, je vais commencer avec ma première question. Comment as-tu couvert ces deux journées de mobilisation ? Donc, pour couvrir ces manifestations, j'ai couvert donc la manifestation du 10 septembre et celle du 18 septembre 2025. Pour le 10 septembre, donc la manifestation et toute la mobilisation dans le cadre du mouvement Bloquons tout. Je me suis rendu, j'ai voulu vraiment couvrir un peu la journée dans son ensemble. Et donc, je me suis rendu très tôt, dès 5h30 du matin, vers Place de la Nation et sur les portes du périphérique, là où des blocages étaient annoncés, vers porte de Bagnolet et porte de Montreuil. Et puis j'ai suivi ensuite
au cours de la journée les différents blocages, manifestations et petites mobilisations qu'il y a eu dans Paris. Et j'ai vraiment essayé de couvrir dans sa globalité la mobilisation, alors que le 18 septembre 2025, c'était donc une manifestation qui était appelée donc par les syndicats et l'intersyndicale. Et donc là, je me suis vraiment concentré sur la manifestation intersyndicale en elle-même. Et donc j'ai couvert la manifestation de Bastille jusqu'à Nation. Et voilà, là, je me suis vraiment concentré sur les cortèges syndicaux. Quels étaient les grands messages portés par les manifestants ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question que moi aussi je me suis posée et à laquelle j'ai essayé de répondre en observant ces mobilisations. Et c'est vrai que finalement j'ai eu pas mal de mal à définir des revendications et des messages clairs, parce que si on prend d'abord donc l'appel à mobilisation du 10 septembre dans le cadre du mouvement Bloquons tout, sans revenir à la genèse du mouvement au début de l'été et les différents appels sur les réseaux sociaux, mais vraiment la veille et le jour même, c'était assez compliqué de définir les différentes revendications. C'était évidemment axé sur, contre l'austérité budgétaire et aussi hostile au gouvernement, l'ancien gouvernement Bayrou et au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Et au final, ça s'est un peu transformé en manifestation contre Macron et le pouvoir en général. Mais c'est vrai que il y a eu une sorte de multiplication des revendications pendant la journée. D'abord sur les blocages où ils voulaient bloquer le Paris, bloquer entre guillemets l'économie de la France, mais puis après au cours des manifestations, au cours de la journée, il y a eu des revendications faites par les cheminots à Gare du Nord et au final au niveau de Châtelet, puis il y a eu différentes manifestations, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus s'ajouter. Il y a eu pléthore de revendications axées à la fois sur la Palestine, des revendications contre le gouvernement, contre les forces de l'ordre en général. Donc il n'y a pas de message clair qui en est sorti. C'était vraiment une sorte de revendication plurielle de ce que j'ai observé. Et pour le 18 septembre, donc c'était une manifestation de l'intersyndicale, mais encore une fois, il y avait plusieurs cortèges dans cette manifestation. Donc chaque cortège avait un peu son lot de revendications, et c'est ça que je trouve compliqué, c'est qu'il n'y a pas au-delà de l'intersyndicale et des revendications même des syndicats et de pourquoi ils déclare cette manifestation. Dans les cortèges, aux slogans qu'on écoute et aux messages que tentent de porter les manifestations, c'est pas clair. Il y a beaucoup de messages et on a du mal à vraiment dégager un message bien clair. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué le 10 septembre et le 18 septembre ? Alors, ce qui m'a marqué le 10 septembre, en fait, il y a eu plusieurs étapes pour moi dans la journée. Déjà, on savait pas trop à quoi s'attendre, sur qui allait se mobiliser, parce qu'on imaginait beaucoup une sorte de retour des Gilets jaunes. Et moi, je me suis rendu donc dès tôt le matin au blocage du périphérique sur Paris Porte de Bagnolet et Porte de Montreuil. Et c'est vrai que, au final, ça a été un peu un échec du côté des manifestants, mais aussi des forces de l'ordre, dans la mesure où il n'y a pas eu de vrais blocages clairs qui ont fonctionné. Il y a eu un blocage qui a fonctionné à Aubervilliers, Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle sur le périphérique. Mais Porte de Bagnolet, Porte de Montreuil, là où ils annonçaient de gros blocages, ça n'a pas fonctionné. Et au final, les forces de l'ordre ont laissé certains blocages alors qu'ils étaient déjà prévus. Donc, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est un peu ce côté décousu des manifestations. Il n'y a pas eu de gros blocages qui ont vraiment fonctionné. Et c'était un peu éparpillé. Il y avait à la fois du monde mobilisé dans l'après-midi, mais peu pour les blocages le matin. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'était une réussite du côté des manifestants. Eux diront que oui, et les forces de l'ordre diront que c'est aussi une réussite de leur côté. Mais pour moi, ce qui m'a interpellé le 10 septembre, c'est un peu ce côté décousu, avec pas mal d'actions de plusieurs côtés de la ville, mais rien de très clair. Au final, ça a eu très peu. Ouais, voilà, ça a eu très peu d'impact. Et le 18 septembre, ce qui m'a interpellé, du coup, c'est la manifestation syndicale beaucoup plus classique avec un défilé des cortèges syndicaux, où là, c'est une manifestation plus traditionnelle. Il y a eu pas mal d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ça, c'était assez choquant. D'ailleurs, je me suis beaucoup concentré là-dessus, photographiquement parlant. Il y avait pas mal de monde, mais encore, on n'atteint pas... c'est pas aussi interpellant et aussi choquant, flagrant que pendant les Gilets jaunes. Enfin, on n'atteint absolument pas sur un mouvement de cette ampleur, ni sur un mouvement d'ampleur comme les manifestations contre la réforme des retraites. Quelle différence as-tu observé entre ces deux journées ? La différence flagrante et majeure qu'il y a eu entre ces deux journées, c'est que le 10 septembre, c'était vraiment une mobilisation
qui venait des réseaux sociaux, un appel à un mouvement et à bloquer le pays depuis les réseaux sociaux, qui a ensuite été récupéré par les partis politiques, notamment LFI et les autres partis de la gauche, alors que au contraire, le 18 septembre, c'était un vrai appel de l'intersyndicale avec un dépôt d'un préavis de grève. Et donc là, il y a vraiment une différence sur qui appelle à manifester. Et l'intersyndicale, c'est vrai que ils ont le pouvoir de poser un préavis de grève et un appel à manifester qui mobilise l'ensemble des syndicats. Et donc c'est vrai que c'était une manifestation beaucoup plus traditionnelle le 18 septembre et qui a sûrement eu plus d'écho parce que quand ce sont les syndicats qui appellent à manifester, c'est les travailleurs eux-mêmes qui se mettent en grève et qui viennent manifester. Donc c'est ça la différence majeure qu'il y a eu par rapport au 10 septembre où c'était un appel d'abord des réseaux sociaux puis qui a été récupéré sur les partis politiques. C'est beaucoup moins clair et on est beaucoup moins sûr des gens qui vont se mobiliser. Donc les revendications ont trouvé davantage d'écho le 18 septembre. Oui, sûrement, tout à fait, parce que c'est sûr que quand c'est les syndicats on va dire voilà, les syndicats c'est plus traditionnel dans les manières de se mobiliser et de lutter. Après, est-ce qu'elles ont vraiment trouvé un écho, les revendications? Je sais pas, parce que là, cette semaine, il y a eu l'intersyndicale qui a retrouvé le Premier ministre lors d'une réunion et sur lequel il devait justement parler de l'austérité budgétaire et pour la mise en place du budget de 2026. Et au final, on a pu voir que l'intersyndicale a été de nouveau déçu et rappelle à manifester pour le 2 octobre. Donc, est-ce qu'il y a vraiment eu écho et réponse à ces revendications? Non, sûrement pas, parce que sinon il y aurait une vraie dérive de la part du Premier ministre et il serait pas resté sur cette même la même ligne politique qui était celle avant la manifestation du 18 septembre. Donc non, je pense pas vraiment qu'il y a eu écho et que les revendications ont été satisfaites après la manifestation. Et comment tu pourrais décrire en quelques mots, en un mot, l'ambiance de ces deux manifestations? Tendue, déterminée, peut-être festive? Alors ça serait un peu réducteur de répondre en un ou deux mots, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, le 10 septembre, excuse-moi, c'est vraiment une longue journée. Moi, j'ai été mobilisé de 5h30 jusque dans les eaux de 19h à la République. Je sais que le soir, il y avait un rendez-vous à Place des Fêtes dans le 19e ou 20e arrondissement de Paris, où il y avait un gros rassemblement et beaucoup de monde. Moi, j'ai pas pu me rendre. Où là, ça paraissait beaucoup plus festif et beaucoup plus familial. En fait, toute la journée, ça a été différentes ambiances. Pendant les manifestations, c'était assez festif, déterminé. Mais à la fois, c'est des slogans quand même assez, sans dire qu'il y a de la haine et de la violence, mais ce sont des slogans quand même d'hostilité envers le gouvernement et autres. Donc évidemment, il y a de la haine qui se dégage des manifestants, mais c'est une haine qui est sûrement justifiée de leur part. Après, dans sa globalité, est-ce que c'était tendu? Oui, aussi, à certains moments, c'était tendu parce que le 10 septembre, par exemple, les manifestations qu'il y a eu dans la rue n'étaient pas déclarées. Donc, il y a eu tout de suite intervention des forces de l'ordre. Donc, évidemment, à partir du moment où il y a intervention des forces de l'ordre, ça se tape avec les manifestants. Et ensuite, c'est un peu un jeu de réponse. Et un peu ce qui s'est passé aussi le 18 septembre, à partir du moment où il y a eu les premières interventions des forces de l'ordre. Réduire au fait que ça a été seulement tendu, ça serait faux. Parce que aussi le 18 septembre, manifestation syndicale beaucoup plus classique. Il y a toute cette ambiance festive et déterminée autour des cortèges syndicaux. C'est un peu en fait un mélange de plein d'ambiances et d'émotions qu'il y a eu pendant ces manifestations, mais pas de vraie tendance. Pas de vraie tendance après. Si, en réalité, les manifestants étaient quand même très déterminés. Quelles difficultés rencontre un journaliste quand il couvre une manifestation? Alors pour couvrir ces manifestations en tant que photojournaliste, on peut rencontrer plusieurs difficultés. D'abord, tout simplement sur le côté pratique, c'est vrai que le 10 septembre, il y a eu beaucoup d'événements dans plusieurs endroits de Paris. Donc il y a d'abord cette difficulté à choisir qu'est-ce qu'on va couvrir, quel petit événement on va couvrir, parce qu'on peut pas être partout. Quand il se passe quelque chose, porte de Montreuil et porte de la Chapelle, c'est même à un moment porte de chez la Chapelle et porte d'Alésia. C'est justement, c'est à l'opposé de Paris et on peut pas être partout. Donc il y a d'abord cette difficulté de savoir où on va aller et choisir quel blocage on va couvrir. Bon, ça reste une difficulté pratique. Après, même pendant la manifestation ou le reportage, ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a
des interventions des forces de l'ordre et des affrontements avec les forces de l'ordre, où évidemment là on s'expose à certains risques, mais quand on a l'habitude des manifestations parisiennes et même des manifestations en général, et de comment les forces de l'ordre interviennent et comment les manifestants interagissent avec, on sait se placer, donc au final ça devient assez facile, et puis on est un minimum équipé avec un casque, d'un masque à gaz et des protections pour les yeux, et là on peut très vite être au cœur de ça sans prendre de risques majeurs, sans être en insécurité. Après, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Non, on est quand même assez libre. Il y a une certaine réticence parfois des manifestants à être photographiés, ou quand même une certaine réticence envers les médias traditionnels, on va dire, de la part des manifestants, même si ça reste encore minime. Il n'y a pas de vraie haine envers les photographes. Parfois, il y a des amalgames qui sont faits entre les médias traditionnels, les médias d'opinion comme CNews ou Frontières, qui sont vraiment rejetés en manifestation. Mais pour les photographes indépendants et tous les photographes qui sont sur la manifestation, on a quand même une assez grande liberté, et ça reste assez facile de pouvoir couvrir toutes les facettes de ces événements. Et enfin, que faut-il attendre de la mobilisation du 2 octobre ? C'est une bonne question aussi. Au vu des deux manifestations, des deux mobilisations précédentes, encore une fois, c'est un appel de l'intersyndicale, donc je pencherais plus pour une manifestation classique. Encore une fois, comme on a eu une manifestation traditionnelle, comme on a eu le 18 septembre, avec des cortèges syndicaux et encore une fois d'autres cortèges de différents groupes politiques et autres qui s'ajoutent à la manifestation. Après, en termes d'efficacité et de nombre de personnes mobilisées, c'est vrai qu'on a peu de visibilité. Je me pose encore des questions. Il me semble encore que dans les médias, il y a eu peu d'appels ou peu d'informations sur ces appels à manifester. On ne sait pas encore combien ni qui va se mettre en grève, il me semble. Donc ça va vraiment être à voir et à observer. Est-ce que ça va prendre de l'ampleur, ou au contraire ça va se diminuer par rapport au 18 septembre? À vrai dire, j'ai pas vraiment d'idée encore. Il faudra y être pour vraiment se rendre compte de l'ampleur de la manifestation du 2 octobre. Merci Pierre, je te remercie pour ce précieux témoignage. Et je te remercie à toi, c'est un honneur de pouvoir témoigner et de m'accueillir dans ton podcast, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Pierre pour ce précieux témoignage. Les manifestations font partie de l'histoire politique et sociale française. Descendre dans la rue, s'exprimer en désaccord, défendre ses droits, ou tout simplement demander à être entendu. Leur impact est parfois limité à court terme, mais elles jouent souvent un rôle dans la durée. Ces journées de septembre rappellent les grandes mobilisations récentes, contre la réforme des retraites, mais aussi contre la montée de l'extrême droite, notamment lors des dernières législatives, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre des valeurs démocratiques. La rue reste alors un espace politique majeur, là où s'exprime une partie du rapport de force. Et ce n'est pas fini, car une journée de mobilisation est prévue le 2 octobre. Elle est organisée encore une fois par l'intersyndicale, avec l'objectif de peser davantage en rassemblant leurs forces. Reste à voir si cette unité permettra une mobilisation plus forte et si elle aura un impact politique réel. En tout cas, je serai sur place pour documenter cette mobilisation et on en reparlera dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Focus, à très vite et d'ici là, restez informés.